nos auditeurs et auditrices. Bienvenue à notre dernière web radio de 2022. Et oui, déjà, le 14 décembre. Alors, ce soir, c'est toujours un plaisir d'inviter, de recevoir Maître Yves Papineau. Bonsoir, Maître Papineau, ça va bien? Oui, Madame Couture, et vous? Très bien, merci. Alors, ce soir, nous vous présentons un nouveau livre qui est écrit, donc c'est la deuxième édition de l'écriture de Maître Yves Papineau pour le livre Les charges communes de copropriété et leur recouvrement. Donc, la première édition était en 2008 et Maître Papineau, pour la deuxième édition, a travaillé sur ce projet avec Maître Laflamme Leblond, qui devait être avec nous ce soir, mais considérant les urgences de copropriété, Maître Leblond a été appelé ailleurs dans un dossier très important. Pas que notre web radio ne l'est pas, mais il y a des délais qu'il faut respecter, comme tout le monde le sait, en copropriété. Donc, Maître Maxime Laflamme Leblond, qui a participé à la production de ce deuxième livre-là avec Maître Papineau, n'est pas là, mais a travaillé tout de même, j'imagine, très fort à la production de ce livre-là. Donc, sans plus tarder, nous allons arriver dans le vif du sujet. Je tiens à vous dire cependant que ce soir, nous allons procéder à un tirage dans les auditeurs de 3 livres. Donc, c'est un magnifique livre parce que, qui d'ailleurs est produit chez Wilson et Lafleur, qui sont notre partenaire de la soirée. C'est un très beau livre avec une couverture rigide. Je tiens à dire que c'est un livre costaud dans les deux sens du terme, dans sa confection et dans le matériel qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce soir, on va vraiment faire un survol en couvrant plusieurs sujets sur les charges communes, de leur recouvrement et tout ça, parce que c'est quand même le nerf de la guerre dans la copropriété, en ce sens que c'est ce que ça prend pour qu'un syndicat puisse survivre. Donc, merci Wilson et Lafleur pour la soirée de ce soir. Donc, Maître Papineau, rebonsoir. Votre livre, j'aimerais que vous me fassiez juste un petit comparatif puisque vous avez fait le premier livre sur les charges et leur recouvrement en 2008. Qu'est-ce qu'on trouverait de changement dans celui-là aujourd'hui? On trouverait beaucoup de réponses et d'éclaircissements à des questions qui étaient posées dans le premier livre. On trouve aussi la question du fonds d'auto-assurance. On compte des décisions supplémentaires qui confirment une jurisprudence antérieure. Alors, j'oserais presque dire qu'en 2008, on posait beaucoup de questions, puis en 2022, le livre donne pas mal les réponses qui étaient aux questions qui étaient posées. D'autant plus qu'en 2008, on était loin d'avoir le même volume de décisions judiciaires, d'avoir les mêmes questions. On avait un code civil aussi qui était malheureusement peut-être moins bien écrit. Il y a eu des corrections qui ont été faites, il y a eu des ajouts, comme tout le monde le sait, en 2020, 2021. Alors, c'est beaucoup plus complet. Ça s'est traduit par des réductions de pages dans certains chapitres et des additions dans d'autres. Alors, on a peut-être une centaine de pages de plus dans cette édition-là que dans la première. Effectivement, parce qu'il en contient, il frôle le 400 pages, là, donc c'est quand même un volume très, très costaud. Et moi, je pense que c'est important parce que, Maître Papineau, vous êtes rendu à votre combien de livres que vous avez écrits? Parce que vous en avez plusieurs, là. À peu près. Allons-y à peu près. 7 ou 8, là, okay. Ou 9 ou 7, je ne sais pas. C'est important de parler parce qu'il y a du temps là-dedans tellement important. Ça vous demande combien de temps pour écrire un livre comme ça, à peu près? Puis là, vous êtes 2, donc il y a quelqu'un qui fait une partie du travail, Maître Leblond a fait une partie, vous avez fait l'autre partie. C'est du sport, là. C'est beaucoup d'heures de plaisir. Combien, je vais vous dire, on ne le compte pas parce que si on le comptait, on ne le ferait pas.
Je vous dirais, si je peux me permettre de comparer, c'est peut-être comme une femme qui accouche, là. Une fois qu'elle a le bébé, elle ne se souvient plus de toutes les heures, tous les problèmes qu'elle a eus avant. Il y a beaucoup d'heures là-dedans parce qu'il y a de la lecture, il y a de la relecture, il y a des corrections. Moi, j'aime ça, soumettre le manuscrit à d'autres personnes qui me font des commentaires avant de le publier. Alors, je dois voir les commentaires. Maxime a fait aussi des sections que j'ai relues avec lui, qu'on a échangées. Encore pour cette édition-là, on a eu la chance d'avoir Christine Gagnon qui nous a fait une lecture. On n'est pas toujours d'accord sur tout, donc il y a eu des échanges, mais c'est beaucoup d'heures. Mais des heures comment je dirais, d'échange et de conviction de convaincre plaisir. l'autre. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, sans plus tarder, comme le livre s'appelle Les charges de copropriété et leur recouvrement, moi, je pense qu'on va survoler la table des matières, mais j'aimerais quand même que vous mettiez la table, M. Papineau, en nous expliquant, dans un premier temps, c'est quoi une charge commune? Et pourquoi on a. Parce qu'il y a plusieurs façons on entend souvent parler des frais de condo, c'est des charges de copropriété, des charges communes. Pouvez-vous nous faire un petit topo là-dessus? Puis, on va enclencher par la suite avec la table des matières qui est très, très explicite pour qu'on puisse savoir exactement où est-ce qu'on a cherché notre information. Bon. Alors, premièrement, des frais de condo, c'est le nom populaire. Le vrai nom, c'est des charges communes. C'est ce qui est au code. D'ailleurs, le mot condo n'existe pas dans le Code civil du Québec. Et mon Dieu, vous venez de gâcher le party, là. Tout le monde parle d'un condo, tout le monde parle de condominium, mais si vous regardez le Code civil du Québec, ce mot-là n'existe pas du tout. Même les deux, condo et condominium, ça n'existe pas. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est que premièrement, c'est pas parce que le syndicat t'envoie une facture que c'est une charge commune. Il y a des prérequis à ça. Alors, je vous donne un exemple. On a noté ça à la page 15. Suite à l'analyse de la jurisprudence et tout ça, on dit que la dépense doit être une charge résultant de la copropriété ou de l'exploitation de l'immeuble. Ça ne peut pas tomber du ciel puis être n'importe quoi, là. Si ce n'est pas relié au syndicat, à la copropriété, à l'immeuble, ça ne peut pas être une charge commune. Deuxièmement, ça doit être dans l'intérêt de l'immeuble ou du syndicat des copropriétaires. Ça semble assez raisonnable, mais je vous donne un exemple. Il y a une décision récente, il y en a eu plusieurs, là, mais ça, c'en est une, où le conseil d'administration a voulu se venger d'un copropriétaire puis a engagé des frais juridiques pour, disons, l'emmerder, là. Et le tribunal a décidé que c'est pas dans l'intérêt du syndicat, ça résulte pas de l'exploitation et ça ne devrait pas, premièrement, être payé par les copropriétaires, ça devrait être payé par ceux qui ont fait causer le dommage, mais ça doit être dans l'intérêt. Alors, quand on poursuit un copropriétaire pour le rendre malheureux, c'est pas une charge commune. Quand on le poursuit pour qu'il nous paye les arrérages, ça peut être une charge commune. Aussi, ça doit être utile à la collectivité des copropriétaires et non personnellement à chacun. Alors, l'exemple qui est là depuis le début, c'est la câbleau-distribution. Dans certains immeubles, la câbleau-distribution fait partie des charges communes parce que le syndicat a négocié un contrat avec Vidéotron ou avec un autre et c'est inclus dans vos charges communes. Mais ce n'est pas une charge commune en tant que telle parce que ce n'est pas utile à la collectivité, c'est utile uniquement à ceux qui l'écoutent. Alors, moi, si je n'écoute pas la télé,
c'est pas quelque chose que je peux, en tant que copropriétaire, utiliser. Je fais référence à un ascenseur. L'ascenseur, je peux ne pas l'utiliser, mais il est utile pour l'immeuble, il est utile pour tous les copropriétaires, pour les visiteurs, pour la famille. Câbleau distribution, il y en a qui l'ont jamais ouvert la télé, puis l'ouvriront jamais. Alors, ça ne fait pas partie des charges communes. Mais excusez-moi, mais Papineau, dans ce cas-là, le syndicat devrait charger, facturer au compte une taxe, une option spéciale pour la câbleau distribution. Effectivement. La quatrième condition, c'est que ça doit être inclus au budget qui est présenté à l'Assemblée et ça doit être adopté conformément à la loi. Et on va le voir tantôt comment ça doit se faire conformément à la loi. Et pour terminer, ça doit être payable par l'ensemble des copropriétaires suivant leur code-part. Alors, on ne peut pas dire qu'une charge commune est payable uniquement par X% des copropriétaires. La charge doit être appliquée, à moins que ce soit pour une partie commune à usage restreint, c'est payable suivant la quote-part par tout le monde ou par tous les utilisateurs. Donc, si vous avez des bornes électriques, ça ne peut pas être une charge commune parce que ce n'est pas tout le monde qui a une borne, ce n'est pas dans l'intérêt de tout le monde, c'est un intérêt personnel. Alors, il y a moyen de le faire. Il y a moyen et on aura une émission, me dit-on, et réservez votre date le 18 janvier. Exactement. C'est malheureux, on ne peut pas le faire avant. Je comprends qu'il y en a qui vont avoir de la difficulté à attendre jusque-là, mais on fera une émission le 18 janvier avec Philippe Gagnon-Marin de mon cabinet sur des bornes électriques. Alors, tout ça pour dire, c'est pas n'importe quoi qui est une charge commune. Ça prend ces 5 conditions-là. Et là, quand vous parlez de ces 5 conditions-là, on s'entend très bien que c'est toutes les 5. Donc, quand on entend parler un syndicat de copropriété qui présente par, on va dire, par courriel un budget, qui envoie ça à tout le monde et qui, par la suite, envoie des avis de cotisation, ce n'est pas dans les règles de l'art. Parce que là, on veut s'assurer que nos auditeurs qui sont administrateurs ou qui sont copropriétaires comprennent bien c'est quoi la logique derrière le processus qu'on vient de nommer, dans lequel cas où il y a 5 étapes importantes à respecter pour que ce soit une charge commune. Alors, il y a 5 étapes pour que ce soit une charge commune, mais il y a aussi 5 étapes pour que ce soit percevable, pour que la contribution soit payable. Alors, premièrement, il faut que le conseil d'administration prépare un budget dans lequel il va établir les charges communes. Deuxièmement, il faut convoquer l'assemblée de copropriétaires et avec l'avis de convocation, il faut donner une copie du budget. Donc, que le copropriétaire qui arrive à l'assemblée des copropriétaires sache quel est le budget que le conseil sortant va présenter. Une fois que le conseil l'a présenté, il doit y avoir une consultation des copropriétaires. Il n'y a pas de normes ou de règles magiques, là. Si on leur dit, écoutez, c'est notre budget, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous avez à dire? Depuis quelques années, on a établi un processus qui n'est pas obligatoire. Ce qu'on suggère, c'est une fois qu'on a présenté le budget, moi, ce que je fais quand je préside l'Assemblée, je demande aux participants à l'Assemblée, est-ce qu'il y aurait des participants qui seraient contre l'adoption du budget qu'on vient de vous présenter par le conseil d'administration? Et à ce moment-là, ça nous permet de noter au procès-verbal que j'en ai 0, j'en ai 2, j'en ai 4 qui n'étaient pas d'accord. Et ça va permettre de dire au juge, bien, écoutez, est-ce qu'on a eu une consultation? Oui, mais en plus, on a eu un vote consultatif pour savoir ce que les copropriétaires en pensaient. Mais c'est important de comprendre que le vote consultatif n'est pas obligatoire, mais c'est un moyen de preuve.
Mais moi, je vous dis, là, si vous faites un budget et au procès-verbal, c'est indiqué qu'on présente le budget à 8 heures, puis qu'à 9h30, on fait la fin de la présentation, c'est parce qu'il y a eu une consultation, là. Les Oui. gens ont échangé, les gens ont discuté. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir établir que oui, il y a eu consultation des copropriétaires. Par la suite, une fois l'Assemblée des copropriétaires terminée, le conseil d'administration en poste ou celui qui vient d'être élu doit adopter le budget. Et souvent, il va l'adopter, mais il peut aussi l'adopter avec des variantes. Il peut dire, écoutez, suite à la consultation, les gens aimeraient mieux avoir 2 lavages de vitres qu'un lavage de vitres. Donc, on va augmenter le budget de 2 000 $ pour avoir un deuxième lavage de vitres. L'adoption ne doit pas être exactement ce qui a été présenté, mais on ne peut pas partir d'un budget de 100 000 puis adopter un budget de 300 000. Alors, on doit adopter en fonction de ce qui a été présenté et de la consultation. Une fois ça fait, ben, le conseil doit avoir envoyé les avis aux copropriétaires en disant, chers copropriétaires, nous avons adopté le budget au montant de, votre quote-part est de, donc vos paiements mensuels sont de. Alors, souvent, on voit dans des syndicats, à l'avis de convocation, ça dit, apportez votre carnet de chèque. Ben, apportez votre carnet de chèque, pardon? Il n'est pas adopté. Ben, il n'est pas adopté, puis ils n'ont pas reçu d'avis. Alors ça, il y a un problème, là. Si vous venez me voir puis vous me dites, Maître Papineau, je ne veux pas payer les charges communes, ben là, je vais vous dire, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que ça a été bien adopté? Ben, le syndicat qui va avoir dit, amenez votre carnet de chèque, qui n'aura pas eu d'adoption de la résolution par le conseil d'administration, qui n'aura pas envoyé d'avis, les charges communes ne sont pas adoptées correctement, ne sont donc pas exigibles. Mais Maître Papineau, parce que c'est tellement bien expliqué dans votre livre, tout ce qu'on jase là, parce que je veux dire, il y a 400 pages, puis on parle du gros thème de comment on peut s'assurer qu'on peut aller récupérer cette charge-là parce que ça s'est fait dans les règles de l'art. C'est la même chose qu'un syndicat, parce que souvent les administrateurs nous demandent ça. Préparer un tableau Excel avec les anciens frais, l'ajustement, puis les nouveaux frais. Bien, on ne peut pas faire ça. Bien, on peut le faire, mais ça ne veut pas dire que ça va être ça parce que c'est pas adopté. Il faut attendre qu'il y ait l'adoption du nouveau conseil qui est en poste. Oui, mais il faut aussi, vous savez, hier, j'ai fait une assemblée où on avait indiqué au budget, le conseil avait indiqué au budget assurance 20 000 $ en disant ça a coûté 15 000 l'an passé, ça va augmenter. Et le jour même de l'assemblée, ils ont su le chiffre est 32 000. Bien, c'est ça. Alors, là, ils ont dit, écoutez, on vous a présenté un budget, on pensait que, mais le bon chiffre, c'est ça. Donc, le budget va être augmenté. Vous allez recevoir, on va l'adopter, le conseil va l'adopter, vous allez recevoir le budget complet, modifié, avec votre quote-part et le montant payable. Alors, c'est pour ça que c'est important de le faire. Alors, apportez votre carnet de chèque, là, il faut y penser un peu plus avant de faire ça. Absolument. Je veux juste vous dire, pendant que je vous parlais, pour répondre à notre question tantôt, il y a un auditeur, M. Hardy Dussault, qui nous dit, sur le site de Wilson Lafleur, vous avez actuellement 10 livres. Ben merci. Moi, je ne les compte plus parce que des journées, je me demande si je devrais me vanter de ça. C'est ça. Il y en a qui vont se poser des questions sur ma santé mentale, là, mais... Non, mais on a quelqu'un qui vous suit et qui a regardé ça, puis effectivement. J'ai une autre question, mais Mme Delisle qui nous pose la question, est-ce que les travaux préparatoires pour l'installation des bornes électriques peuvent être pris en charge à même les charges communes ou le fonds de prévoyance? Mais on ne répondra pas à ça, Maître Papineau, parce qu'on va y revenir le 18 janvier. Mais on n'y répondra pas non plus parce que la réponse est longue. Ah, c'est ça, OK. Donc, Mme Delisle pourrait être là. Que ça. Ah, mais Mme Delisle, j'espère que vous allez être capable d'attendre jusqu'au 18 janvier, mais vous allez avoir la réponse, mais vous allez voir que la question des bornes électriques, on ne fait pas une émission d'1 heure pour à passer des commerciaux entre ça. Vous allez voir qu'on en a pour 1 heure. On a du jus.
Donc, si je nous ramène, parce qu'on est rentré vraiment dans le vif du sujet, je voudrais juste nous ramener un petit peu, parce qu'on a dit on va y aller avec la table des matières. Donc, Gabriel, si tu pouvais, notre acolyte Gabriel qui est derrière les rideaux, nous présenter la table des matières. En fait, la table des matières, le livre est divisé en 3 parties. Vous me corrigez, Maître Papineau, si je dis des faussetés, c'est votre livre. Mais il y a la première partie, puis là, vous La rigolez. deuxième et la troisième, oui. Exactement. Mais la première partie, c'est les notions de charge commune. Ben, on est déjà enclenché là-dedans. Dans la deuxième partie, c'est le recouvrement des charges communes. Ça, c'est intéressant et j'ai même demandé à Maître Papineau qu'on fasse quand même quelque chose de très pointilleux en parlant pas pointilleux, mais je veux dire d'important de parler des hypothèques légales. Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est quoi les étapes de ça? Parce que c'est quelque chose d'important pour le syndicat. Et il y a la troisième partie qui est l'annexe. Donc, si on commence par la première partie, au niveau de la partie, Gabriel, mon Dieu, on a de la misère à suivre, hein, c'est ça. Donc, le chapitre 1, c'est les charges découlant de la copropriété et de l'exploitation de l'immeuble. Vous en avez parlé tantôt, Maître Papineau, un petit peu plus tôt. On a expliqué que c'est des charges, comme vous avez dit, la télévision. On ne peut pas mettre ça dans le budget. Ce n'est pas une charge découlant de l'exploitation de l'immeuble. C'est bien ça. Oui. Avez-vous d'autres exemples à nous donner pour le chapitre 1? Regardez, il y en a plein. Là. On a dit les exemples législatifs, les exemples administratifs, Oui. les exemples jurisprudentiels. Alors, je vous donne un exemple. Si vous allez à la page 6, le Code civil dit que certaines charges sont des charges communes. Alors, je vous donne un exemple. Les frais engendrés pour les modifications, les droits de publication de la déclaration de copropriété. Alors, ce sont les articles 1039, 1059, etc. Alors, il y a des articles de loi qui disent qu'est-ce qui est une charge commune. Des exemples jurisprudentiels, on en a aussi à la page 9 où les tribunaux ont dit que cette dépense-là, qui n'était pas explicitement au Code civil, est une charge commune. On parle, entre autres, on parle dans ça, à la page 10, de la câbleau-distribution, où les tribunaux ont dit que ça n'en était pas. On a... et c'est intéressant parce que la câbleau-distribution, personne ne se pose trop de questions là-dessus, puis le jugement date de 2004, Hey. qui nous dit que ce n'est pas une charge commune. Hey, c'est quand même... c'est la même chose quand on parle de l'Internet aussi, là, dans un service. Effectivement, ce n'est pas dans l'intérêt du syndicat ni de l'immeuble, c'est dans l'intérêt du copropriétaire. Maître Papineau, dans les grosses copropriétés, y a-t-il des choses qui viendraient... Je donne un exemple. Je m'en vais acheter une nouvelle unité de copropriété. Puis, on me dit, ça vient avec je vais dire quelque chose, l'eau chaude, parce qu'on a des syndicats où l'eau chaude est inclue, l'électricité, puis l'Internet est déjà câblé du promoteur. Est-ce que, à ce moment-là, ça fait partie de la charge commune? Ben, c'est pas parce que vous l'avez acheté avec l'Internet que ça change que c'est un service individuel. Là. OK. Mais vous savez qu'il y en a qui vont mettre ça dans le premier budget du promoteur, puis après ça peut suivre 20 ans, puis personne ne s'en est posé de questions. Exactement. Mais ce qu'on pourrait dire, c'est que si on poursuit le copropriétaire en disant que ton paiement devrait être de 400 $ par mois, de fait, si on veut être pointilleux, on pourrait dire en défense, c'est pas 400, c'est 380 parce que 20 $ pour l'Internet, puis moins un autre 30 $ pour le câble, mais... Paye le reste. Oui. OK, excellent. Si je m'en vais au chapitre 2, qui est très, très intéressant et beaucoup d'actualité, les fonds de prévoyance, on investit comme syndicat de copropriété énormément de sous dans ça. Pourquoi on parle distinctivement du fonds de prévoyance? Parce qu'on sait qu'il fait partie de la charge commune. Il est obligatoire et il n'est pas nécessairement cotisé à part, là, donc il ne fait pas partie d'une séparation d'un paiement ou ces choses-là. Pouvez-vous nous en dire plus sur le chapitre 2? Alors, le fonds de prévoyance fait partie évidemment des charges communes,
Je vais peut-être reculer un petit peu pour aller au point 1.1, la nomenclature uniformisée par la loi 23. Quand j'ai écrit la première édition en 2008, le code était peut-être moins, l'écriture était plus malheureuse. Alors, on parlait de charges communes, on parlait de charges communes et de fonds de prévoyance, on parlait de charges et de fonds, tout était mélangé. Et là, on a maintenant, dans le nouveau, depuis 2020, on ne parle que de charges communes, ce qui inclut le fonds de prévoyance. Alors, pourquoi on a fait une section là-dessus? C'est que c'est une partie des charges communes. Comment on doit considérer les critères? C'est pourquoi le fonds de prévoyance sert à quoi? On sait que c'est aux réparations majeures et au remplacement, souvent, ou qui devrait être basé sur une étude du fonds de prévoyance. On doit aussi vérifier le montant de la contribution parce qu'au Code civil, il y a toujours la petite notion du 5 que les gens comprennent ce qu'ils veulent. Oui. Il y a la question des parties communes à usage restreint. Et ça, c'est intéressant parce que ceux qui ont une terrasse ou ceux qui ont un balcon, la loi prévoit, à l'article 1064, que ça peut être uniquement ceux qui utilisent ou qui ont l'usage du balcon et de la terrasse qui contribuent au fonds de prévoyance. Alors, et je trouve que c'est beaucoup plus juste et équitable dans le sens suivant, c'est que moi, si j'ai une terrasse, je ne crois pas que ce soit à tout le monde de payer pour ses réparations majeures et son remplacement. On sait que de toute façon, celui qui en a l'usage paye déjà pour les réparations mineures et l'entretien. Ça, il n'y a jamais eu de discussion. Mais maintenant, avec le nouvel article 1064, c'est clair que le fonds de prévoyance, en cas d'usage restreint, si c'est prévu à la déclaration, c'est uniquement ceux qui en ont l'usage. On parle de l'utilisation du fonds de prévoyance, à quoi il sert, mais je viens de le dire, réparation majeure, remplacement. Et le choix de l'utiliser, bien écoutez, c'est le conseil d'administration qui décide. Mais c'est pas simple quand on parle, puis là, quand on arrive au fonds de prévoyance et qu'on a les parties communes à usage restreint, parce qu'on ne peut pas avoir plus qu'un fonds de prévoyance. Il y a un fonds de prévoyance et un budget. Oui. Il peut y avoir beaucoup de colonnes, mais il y a un fonds de prévoyance puis un budget. C'est ça, exactement. Donc, pour le fonds de prévoyance, c'est assez clair. Le chapitre 3 sur le fonds d'auto-assurance, bien, ça, c'est quand même très récent aussi, là, dans le sens où le projet de loi 141, la loi 141 est là, reste depuis très récemment, mais ça fait partie de la charge commune. Cependant, celui-là, M. Papineau, j'aimerais vous entendre sur le fait qu'il n'est pas là tout le temps non plus. S'il n'y a pas eu s'il est accumulé, il n'est pas toujours présent, mais il ne fait pas partie d'une charge s'il n'est pas présent dans une cotisation, dans une charge commune. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'avoir dans votre fonds d'auto-assurance 100 000 et que vous l'avez, bien, au budget suivant, on ne l'aura pas comme élément de charge commune. C'est ça. Mais ça demeure quand même une charge commune, sauf que c'est comme le nettoyage de vitres. Si vous décidez une année de ne pas les nettoyer, ça n'enlève pas le caractère de charge commune au nettoyage de vitres. Tout à fait. Bon exemple, c'est parfait. Chapitre 4, la fixation de la contribution aux charges communes. Donc, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure. On a justement énuméré la présentation, la préparation du budget, la convocation, la consultation, par la suite, l'adoption par le conseil d'administration. Est-ce que vous voulez ajouter sur justement l'avis de contribution? Parce que tantôt, vous avez dit, si, exemple, le budget n'a pas changé, je vais donner ça comme exemple, il n'a pas changé, est-ce que le conseil d'administration doit refaire des avis de cotisation? Oui, sinon, ça ne respecte pas les dispositions de la loi. Okay. Donc, il doit avoir chaque année, c'est-à-dire chaque année, il doit avoir un budget. Sauf que, je vous donne un exemple, avec la COVID, il y a des syndicats qui ont sauté une année. Oui. Et la déclaration de copropriété prévoit que s'il n'y a pas d'assemblée, le budget demeure en vigueur jusqu'à la prochaine assemblée. Mais si on tient une assemblée et on dit
qu'on présente un budget et on dit que le budget va être le même montant. Il faut quand même envoyer un avis. Ensuite, il faut que le conseil l'adopte et il faut qu'il y ait un avis qui soit envoyé. En fait, ça reste qu'on fait juste la même chose, mais on dit, suite à l'Assemblée générale 2022, ben voici votre nouvelle avis de cotisation, c'est tout. On prend Copier-coller. le fichier Word de l'an passé, puis on change l'année. C'est ça, exactement, exactement. Donc on était dans justement comment l'envoyer aux gens, parce que c'est important. On vient de le dire que si c'est pas bien acheminé, il pourrait y avoir contestation au niveau de ce recouvrement-là. On est rendu au chapitre 5 des parties communes à usage restreint. On en a parlé un peu de votre histoire de terrasse. J'ai une terrasse, je suis seule à en cotiser. Ben, je vous laisse la parole sur le point du chapitre 5. Alors, vous voyez, 5.1.1, on parle des charges liées à l'entretien et réparation. C'est facile, c'est celui qui en a l'usage. Les réparations majeures, remplacement. Si la déclaration ne prévoit rien de spécifique, tout le monde paye. Si c'est bien fait, en tout cas, à mon avis, à moi, si c'est bien fait, c'est uniquement celui qui en a l'usage qui va payer. Moi, je trouve, et c'est le point 5.4, que c'est un outil pour favoriser l'équité entre les parties privatives à destination variée. Il n'y a pas de raison que moi, je bénéficie d'une terrasse et que tout le monde paye pour ma terrasse, pour son remplacement, pour ses réparations majeures. Alors, il faut que la déclaration le précise et le prévoit. Donc, dans cette circonstance-là, le syndicat prépare un budget, comme vous avez dit tout à l'heure, avec plusieurs colonnes, mais un seul fonds de prévoyance. Et il y aurait peut-être une colonne, je vais donner un exemple facile, j'ai 10 unités, puis il y en a 2 qui ont des terrasses, où il y aurait un onglet terrasse, fonds de prévoyance, un montant, puis ça va être inclus dans le fonds de prévoyance global du syndicat. Oui. Et un autre point important, c'est 5.3, parce que quand on parle de terrasse, il y a des cas où c'est simple, il y a des cas où c'est moins simple. Une terrasse, dans un triplex, celui qui a une terrasse sur la toiture, la terrasse, c'est pas la toiture. La terrasse, c'est ce qui est apposé sur la toiture. Alors, c'est pas parce que moi, j'ai une terrasse ou l'usage d'une terrasse sur la toiture qu'il faut que je paye la réparation des couvreurs, puis que je paye l'entretien, puis le remplacement de la couverture. La toiture, la couverture, ça ne fait pas partie de la terrasse. C'est important, quand on rédige une déclaration de copropriété, c'est important d'utiliser les bons termes et les bonnes expressions pour que ça soit clair. Tout à fait, absolument. Puis je pense que ce que vous venez d'expliquer, ça va être beaucoup plus clair pour plusieurs personnes parce que c'est souvent une question de litige que les gens ont de la difficulté à interpréter dans plusieurs syndicats de copropriété. Le chapitre 6, la valeur relative de la fraction et de la quote-part, ou la quote-part, ben, je ne sais pas s'il y a d'autres choses à dire que si c'est indiqué dans la déclaration, on y vole tout le temps là-dessus, all the way, sauf pour la partie commune à usage restreint. Et voilà. Et ça, c'est important. On a ça généralement si le modèle de la déclaration suit le modèle de la Chambre des notaires autour des paragraphes 24-25. La quote-part est là et c'est tout le temps la même. Alors, c'est la quote-part d'un charge, c'est le nombre de votes que vous avez, c'est un chiffre à retenir et c'est tout. Le chapitre 7, la modification des codes-parts. Ça, je dis rien, puis je m'en mets à vous. Regardez, on parle de révision judiciaire. La quote-part, il ne faut pas rêver à ça, modifier ça. Là. Premièrement, il y a un délai. 5 ans de la publication de la déclaration. Alors moi, quand j'ai des copropriétaires qui m'appellent ou des syndicats, on veut modifier les codes-part, on est 6 ans après, oubliez ça. À moins que tout le monde soit d'accord de façon unanime. Ça, unanime, pour que ça soit clair, c'est 100%. Tout le monde doit être d'accord, même ceux à qui tu vas baisser la quote-part, ils devraient être contents parce qu'ils vont payer moins cher, mais ça prend leur consentement quand même. Alors, il y a un délai de 5 ans. En plus, moi, je l'ai fait, il y a très peu de décisions là-dessus. Là. Je l'ai fait à un moment donné et c'est pour l'avenir. Alors, si vous le demandez après 4 ans de la publication de la déclaration, le jugement ne va pas rétroagir 4 ans avant. Il va être uniquement pour les années à venir.
Mais donnez-nous donc un exemple, parce que c'est assez rare, effectivement, M. Papineau. C'est une erreur voyons, Déclarant la déclaration de copropriété, OK. où on le voit presque plus maintenant, mais au Superficie. début, il y a des promoteurs qui se trompaient volontairement ou involontairement, et l'appartement de leur fille était 4 fois plus grand que celui du voisin, mais avait une quote-part 4 fois plus petite. Là. OK? D'accord, d'accord. Mais ça, c'est quelque chose d'assez rare en copropriété. Oui, mais regardez, la fixation des quotes-parts, c'est pas une science complexe, là. C'est mon appartement par rapport à l'immeuble représente quelle proportion. OK? Il y a différents facteurs, ça c'est important parce que dans la fixation des quotes-parts, il y a plusieurs facteurs. Ce n'est pas uniquement la grandeur de l'appartement, on ne parle pas de superficie de l'appartement, on parle de volume. Donc, ça doit aussi, on doit tenir compte de la hauteur du plafond. Si j'ai un appartement de 1000 pieds carrés, un appartement qui a un plafond à 8 pieds, l'autre qui l'a à 9 pieds, ben, la quote-part de l'appartement qui a un plafond à 9 pieds doit être plus grande que celui qui a un plafond à 8 pieds. Celui qui a une vue sur les bacs à vidange a une quote-part plus petite que celui qui a une vue sur le fleuve. Alors, il y a plusieurs facteurs et ça peut arriver qu'il y a eu des erreurs, mais je pense que maintenant, surtout qu'on a eu un jugement qui oblige maintenant le déclarant à dire comment il est arrivé à établir les valeurs, c'est beaucoup plus précis et il y a beaucoup moins de corrections à faire. Merci, c'est beaucoup plus clair, je suis certaine pour tous. Chapitre 8, ça c'est bon, l'exigibilité et le mode de paiement des charges communes. Parce qu'on est quand même dans des transitions. Beaucoup de syndicats obligent le mode de prélèvement préautorisé pour faciliter le paiement, éviter des retards, pour dire j'attends mes chèques, etc., etc. Parce que comme gestionnaire, on reçoit souvent des chèques, mais on le reçoit le 25 mars, mais il est daté du 1er pour le 1er mars, parce que les gens pensent qu'ils n'auront pas d'intérêt ou de frais de retard parce qu'ils l'ont mis du 1er. Mais ça, évidemment, ça se fait par règlement. Et comme vous dites, là, les paiements préautorisés ou autrement, mais date de paiement, c'est simple. Lors du budget, le conseil va dire, écoutez, vos frais de condo pour l'année vont être 2000 divisés par 12 mois. Ce qui fait que on dit la perte de bénéfice du terme, là, 8.1.2, la déclaration de copropriété, ou en tout cas la majorité et la totalité devraient le prévoir. Vos charges communes sont payables mensuellement parce que le syndicat a décidé qu'elles sont payables mensuellement. Mais le syndicat pourrait décider qu'elles sont payables annuellement. Et si le syndicat décide qu'elles sont payables mensuellement et que vous sautez un paiement, le syndicat pourrait dire vous avez perdu le bénéfice du terme, donc tout ce qui reste à payer dans l'année, vous devez me le payer immédiatement et non pas avec des versements à venir. Ça, il y a très peu de gens qui sont conscients de ça parce qu'ils pensent que c'est pas plus grave que de payer en retard, puis je t'enverrai 2 chèques, etc. Ça fait que c'est vraiment important comme précision dans le chapitre 8. Oui, puis c'est pas tellement utilisé parce Non. qu'on veut pas chicaner. Mais vous savez, dans un petit syndicat de 2, 3, 4 copropriétaires, quand on a un ou deux qui ne payent jamais à temps, ça peut causer des problèmes. Là. Ben oui, tout à fait. Si le paiement de l'assurance passe toujours dans le 3 du mois puis tu n'as pas les sous, ça gêne l'opérationnel du syndicat. Exactement. Chapitre 9, la prescription extinctive. Alors ça, c'est sûr que pour 90% des gens ce soir n'ont jamais utilisé ce mot-là. Bon, prescription extinctive, c'est simple. C'est ceux qui se rappellent de Cendrillon, là. Minuit? La loi prévoit que lorsqu'une somme est due, au bout de 3 ans, si vous n'avez pas institué de procédure judiciaire, la somme est annulée.
Donc, comme Cendrillon, mes nuits, ça change en citrouille. Alors, c'est important de comprendre pour un avocat, un gestionnaire, un administrateur, j'ai un budget, j'ai des charges communes, j'ai des retards, mais je ne peux pas attendre plus que 3 ans avant d'instituer des procédures qu'on va voir un peu plus loin. Oui, parfait. Puis ça, c'est important, mais je laisserai les gens le découvrir dans le livre. Le chapitre 10, les clauses pénales, ça, c'est quelque chose qui est très, très intéressant, qu'on entend parler beaucoup. Donc, Gabriel, si tu peux nous monter vers le chapitre 10 un peu, s'il te plaît, merci. Donc, les clauses pénales, Maître Papineau, il y a des pénalités qui s'appliquent, il peut y avoir des pénalités en intérêt, il peut y avoir des pénalités pour le premier du mois, le chèque est en retard. Je vous laisse aller là-dessus parce que quand même, ça, c'est dans le quotidien, c'est dans le mensuel des syndicats. Alors, c'est important de comprendre que si votre déclaration de copropriété ne prévoit pas de clause pénale, vous ne pouvez pas en imposer. Ce n'est pas le code qui le permet, ce n'est pas le code civil, c'est votre déclaration. C'est important aussi que la pénalité ne peut pas être discrétionnaire. J'ai eu un dossier cette semaine où c'est indiqué que le conseil d'administration peut imposer une pénalité de 10 ou toute autre pénalité qu'il jugera raisonnable. Alors, j'ai dit au conseil, parfait, on va imposer 10 parce que c'est la seule pénalité qui est prévue. Ce que les tribunaux ont dit, c'est que, exactement comme pour le code de la sécurité routière, si tu passes sur une lumière rouge, tu sais que ça va coûter 75 de pénalité. Alors, choisis. Ou tu arrêtes ou tu payes 75. Alors, la pénalité, c'est la même chose. Si tu sais que tu vas stationner dans le stationnement de visiteurs, tu n'as pas le droit, puis ça te coûte 45 tu feras le choix. Mais ça ne peut pas être à la discrétion du conseil et qu'une journée, c'est 5 le lendemain, c'est 25 ou que pour les hommes, c'est 20 puis les femmes, c'est 10. Il faut qu'il y ait un montant de préciser. C'est important aussi de savoir que c'est pas parce que le conseil va imposer 1 000 de pénalité au total à quelqu'un que le juge est obligé de condamner le copropriétaire à payer le 1 000 Le tribunal a le droit de réduire le montant s'il juge que c'est excessif ou il y a des circonstances. Alors, sauf qu'il y a des décisions, il y en a une, entre autres, que je trouve extraordinaire. Le copropriétaire avait accumulé 25 000 de pénalité et est allé se plaindre quand le syndicat l'a poursuivi pour 25 000. Il a dit au juge, monsieur le juge, ça n'a pas d'allure 25 000 pour une affaire de même. Le juge lui a dit, monsieur, quand la pénalité a été votée, étiez-vous là? Et le copropriétaire a dit oui. Il dit, est-ce que vous avez voté pour? Le copropriétaire dit oui. Bien, il dit maintenant, payez. Vous saviez à quoi vous vous exposiez, payez. Mais je vais vous dire, c'est peut-être l'exception, là, parce que généralement, le tribunal essaie toujours de dire, monsieur, on va vous en couper un petit peu là, pour vous rendre heureux, mais payez le restant. C'est ça. Maître Papineau, on serait parti pour la nuit, vous et moi, mais toujours sur le sujet, naturellement. Ben, j'espère. On ne commencera pas à parler de notre vie personnelle. Mais il est 8h moins quart, on n'a même pas comme terminé la partie 1, mais j'aimerais qu'on aille tout de suite, à moins que ça soit rapide pour les honoraires extrajudiciaires, parce qu'on arrive dans le vif du sujet avec le recouvrement. Ben, les honoraires, si vous me permettez, les honoraires extrajudiciaires, c'est comme une clause pénale. Ce que ça permet, c'est si un copropriétaire est en défaut et occasionne des frais, des honoraires extrajudiciaires au syndicat, cette clause-là, si elle est prévue à la déclaration, permet au syndicat de récupérer les honoraires qu'il a encourus du copropriétaire en défaut. Et ça, c'est extraordinaire parce que moi, quand je fais une mise en demeure, je dis, monsieur, vous ne respectez pas la déclaration, on va être obligé de prendre des procédures contre vous et conformément au règlement numéro 1 tel de votre déclaration, vous allez payer mes frais en plus de payer votre avocat. Ouais. Ça fait réfléchir. Oui, surtout vos frais à vous, oui. Effectivement. Je me souviendrai de ça, Madame Couture.
Partie 2, le recouvrement, qui est le titre de votre livre. Fait que là, je vous cède la parole pour les chapitres suivants parce que il y a du stock là-dedans. Oui. Alors, premièrement, ce qui est intéressant en droit québécois, c'est que le copropriétaire peut être privé de son droit de vote s'il est plus de 3 mois en retard. Ça n'empêche pas personne de respirer, mais souvent, les copropriétaires délinquants sont aussi ceux qui ne sont pas les plus agréables aux assemblées de copropriétaires. Question, Maître Papineau, question, 3 mois. Quand le copropriétaire a omis de payer mars, il paye juin, juillet, il faut toujours que le syndicat paye les mois les plus vieux pour que ce soit toujours 3 mois consécutifs. C'est pas obligé d'être 3 mois consécutifs. C'est Okay. tant qu'il y a un total de 3 mois. C'est bon. Mais vous avez raison que l'imputation des paiements, normalement, à moins d'une clause à la déclaration de copropriété, l'imputation se fait sur les paiements les plus anciens. Parfait. Je vous laisse continuer, mais je pense que c'est important de le préciser. Oui. Alors, privé de son droit de vote, maintenant, puis 2020, l'administrateur qui est en retard aussi. Et c'est intéressant parce que lui, il n'est pas susceptible d'être démis. Il devient automatiquement, il perd son poste. Et s'il veut revenir au conseil, il doit se faire réélire. Alors, ça, c'est une autre nouveauté du Code qui permet de forcer les gens à faire les paiements. Merveilleux. Tu peux nous bouger ça, Gabriel? Merci. Alors, recours aux tribunaux, de fait, on en a deux principaux. Alors, compétences de la Cour, généralement pour les charges communes, on va à la Cour du Québec, division des petites créances, suivant le nombre d'employés qu'on a, suivant, etc. Alors, c'est un moyen de récupérer, on obtient un jugement qui va être exécutable. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a un délai d'audition de plus en plus long. Au moment où on a mis à jour, le délai à Montréal était de 16 mois entre la date de l'institution de la procédure et la date d'audition. Alors, il ne faut pas être tout à fait pressé pour être payé. Ça peut aller en Cour du Québec, Chambre civile ou en Cour supérieure, tout dépend du montant de la créance. Le recours hypothécaire, ça, c'est quoi? Ben, ça, c'est un petit service que le législateur a rendu au syndicat. Si vous êtes en défaut, le syndicat peut inscrire un avis d'hypothèque légale au titre, au même endroit qu'une hypothèque conventionnelle avec la banque, au même endroit au registre foncier, au même endroit où est votre titre de propriété. La beauté de ça, c'est que ça avise tout le monde que vous êtes en retard de vos frais de copropriété et surtout, ça avise votre créancier hypothécaire. Et souvent, le créancier hypothécaire ne trouve pas ça drôle. Alors, il appelle le copropriétaire, puis il lui dit, regarde, veux-tu payer tes charges, là, parce que tu vas être en défaut de ton hypothèque, puis on va te faire perdre ton appartement. Alors ça aide à régler. Excellent. Et là-dessus, qu'est-ce que c'est les délais d'une hypothèque? Ce serait le fun qu'on en parle rapidement parce qu'il est moins 10, mais l'hypothèque légale, ça se déroule sur combien de temps à peu près? L'hypothèque légale, vous m'appelez lundi matin 9h, à 10h30, c'est fait, on le publie. À midi, je vous envoie, ou le lendemain, là, je vous envoie la publication de l'avis. Par la suite, je dois envoyer un préavis d'exercice qu'on appelait antérieurement l'avis de 60 jours. Alors, de là, je fais la publication du préavis. Alors, lundi, vous m'envoyez ça. Mardi, j'ai publié l'avis d'hypothèque légale. Mercredi, je peux faire le préavis d'exercice. Mais là, une fois que toutes les conditions contenues du préavis, signification, l'inscription, c'est fait, je dois attendre 60 jours. Par la suite, je dois exercer mon recours, c'est-à-dire faire une demande en cours de justice, une demande introductive. Alors, ça peut prendre combien de temps? Alors, la journée pour faire l'avis d'hypothèque, 60 jours le délai, quelques jours faire la demande en justice. Et là, ça va dépendre de la réponse du copropriétaire, s'il y a une contestation ou pas. Mais c'est beaucoup plus rapide que les 16-18 mois de la Cour des petites créances.
D'accord. Ça va jusqu'à la vente de l'unité sous contrôle de la justice. Oui, mais par contre, les frais sont évidemment beaucoup plus élevés. On ne prend pas un avis d'hypothèque légale pour des charges communes de 300 en retard. Non. Il faut qu'il y ait un montant raisonnable parce qu'il y a des frais élevés qui sont payables par le copropriétaire en défaut de toute façon. Dans tous les cas. Oui, parce que généralement, c'est standard dans la déclaration de copropriété, c'est prévu. Parfait. Et on est dans le cas de la substitution de garantie. Ça, c'est quand même rare. Ça, c'est quelqu'un qui a reçu un avis d'hypothèque légale, qui a reçu un préavis d'exercice, puis qui dit non, je ne dois pas le 5 000 que vous me demandez, mais je veux que vous enleviez l'avis d'hypothèque légale et tout ce que vous avez enregistré au titre, et je vais vous donner un certificat de dépôt pour garantir que vous allez être payé. C'est un peu l'objet de la substitution de garantie. Okay. L'ordonnance de sauvegarde, c'est quand quelqu'un ne paie pas, on dit au juge, écoutez, et qui fait une contestation, disons, on va demander au juge, c'est le juge, pendant tout le délai de contestation, demandez-lui au moins de payer les frais, parce qu'autrement, il va être pendant 1 an sans payer, puis on va avoir la difficulté à le récupérer, et il reçoit. L'objet de l'ordonnance de sauvegarde, c'est que le copropriétaire reçoit les services, alors les tribunaux disent qu'il devrait payer en attendant une décision judiciaire. OK. Là, on arrive au point du chapitre 18 on s'était dit en début de l'émission en préparation, il ne faut pas oublier de parler du 1069. Alors, on en parle? C'est ça? OK. C'est aussi simple que ça, M. Papineau. Bon, mais ça va bien. Alors, 1069, c'est quelque chose qui existe depuis pas si longtemps. Depuis plus que 2020, là, j'essaie de me souvenir l'année, je pense que c'est 2000 à peu près, c'est que si vous vendez votre appartement, votre acquéreur est responsable du paiement lui aussi. Donc, ce qui fait que quand vous vendez, le notaire de l'acheteur va écrire au syndicat ou au gestionnaire, dire est-ce qu'il y a des charges communes à payer? Et le notaire va les payer afin d'éviter que l'acheteur soit pris avec ça. Si vous ne demandez pas l'état des charges au notaire, bien, le syndicat peut, 6 mois après, vous écrire, vous dire, écoutez, vous avez acheté un appartement, il y avait des charges impayées, vous n'avez pas demandé l'état des charges et vous allez être obligé de payer les charges antérieures à votre achat. Alors, là, on fait du beau droit là, à 18.3, est-ce que c'est un droit personnel ou un droit réel, etc., pour ceux que ça excite. Mais le point, c'est qu'il faut retenir, si quand vous achetez, assurez-vous que, premièrement, que le syndicat répond à la demande du notaire, mais que le notaire fait la demande aussi. Mais si le notaire, on va dire quelque chose, si le notaire ne fait pas la demande, c'est sa responsabilité à lui parce qu'il y a l'obligation de demander au syndicat. Ben oui, parce que le notaire il est supposé de connaître l'article 1069 du Code civil du Québec. Ouais. Et Maître Papineau, je reçois un questionnaire du notaire parce que là, il y a eu beaucoup de ventes dans les dernières années et les syndicats en ont rempli énormément. Et il y a eu l'Assemblée, il y a une cotisation spéciale qui est présentée et qui est entendue pour consultation dans l'Assemblée générale. Et par la suite, il y a quelqu'un qui vend son unité, malgré que la cotisation spéciale est payable en janvier, février en 2 versements. Est-ce que le syndicat peut exiger le paiement total au notaire? Ben, écoutez, ça dépend de comment la contribution spéciale a été votée. Ça dépend des dates de paiement. L'acheteur a droit au même bénéfice du terme que le vendeur. On ne peut pas dire parce que toi, tu es nouveau, tu vas payer plus vite que les autres, là. Okay. Mais à moins de stipulation contraire, ça serait ça la réponse. Donc, le copropriétaire-vendeur qui était propriétaire au moment de l'Assemblée générale peut quand même s'en tirer parce qu'elle est présentée au mois de décembre et elle est exigée au mois de janvier, février en 2 versements pour faciliter les Non,
Non, parce qu'elle elle est votée, elle existe en décembre, mais elle est payable en janvier. Alors, c'est au vendeur de le payer et non pas à l'acheteur. Parfait. Même si les montants ne sont pas exigibles, Ouais. ce n'est pas l'exigibilité, la date d'exigibilité, c'est la date où ça a été décidé. Excellent, excellent. Donc, il est déjà 19h58. Aviez-vous quelque chose à dire en dernière course, Maître Papineau? Parce qu'on a survolé, puis je le répète à tout le monde. Premièrement, les syndicats, c'est pas quelque chose qui coûte les yeux de la tête. Et ce n'est pas aussi quelque chose que vous êtes obligé de lire d'un coup, mais lorsque vous aurez une question avec la table des matières qu'on vient de couvrir d'un bout à l'autre, vous pourrez vous référer et trouver les bonnes réponses à vos questionnements. Maître Papineau, je vous laisse le mot de la fin, en fait. Alors, juste vous dire que Wilson Lafleur offre 3 copies qui vont être tirées parmi les participants à l'émission de ce soir. Alors, Gabriel, notre Chef d'orchestre. chef d'orchestre, va voir les questions qui ont été posées, les interventions et les personnes qui se sont connectées et fera un tirage parmi ces gens-là et on vous enverra une copie suivant les informations que vous allez nous donner. Alors, merci à tout le monde d'avoir été présent. Je vous souhaite des belles fêtes et essayez de vous retenir jusqu'au 18 janvier pour l'émission sur les bornes électriques. Effectivement, Maître Papineau vient de faire mon mot de la fin. Il a présenté la prochaine réunion. On vous remercie beaucoup. Joyeuses fêtes à vous tous. On vous attend le 18 janvier. Vous pouvez trouver le livre chez Wilson Lafleur, chez Archambault, sur le site de Condo Légal. Et 3 chanceux l'auront gracieusement. Donc, merci beaucoup et bonne joyeuse fête. Et on vous attend le 18 janvier avec Maître Gagnon-Marin et Maître Papineau pour les bornes électriques, les bornes de recharge. Merci à vous tous. Bonne soirée. Bonne fin de soirée.